Bonjour à tous, dans la série des Rois sans couronne, aujourd'hui on va parler de Pillsbury, qui était un joueur américain et on pense souvent qu'il n'y a que dans les pays de l'Est, en Russie, etc., qu'on a une tradition échiquienne hyper forte. Mais en fait, les Américains aussi ont eu des grands génies échiquiens. Il y a eu Paul Morphy, évidemment, parmi les champions du monde auxquels on peut penser. Mais on pourrait parler de Reshevsky, on pourrait parler de plein de joueurs comme ça, évidemment Fischer. Aujourd'hui, j'ai choisi Pillsbury pour la série des Rois sans couronne. C'était un joueur particulier, il est né en 1872, il est mort en 1906, donc il n'a pas vécu très longtemps. Il a une carrière de top niveau très très courte puisqu'il a joué que 5 ans au top niveau, mais c'était un des principaux contenders pour le titre mondial face à Lasker qui était régnant à l'époque. Et c'était un joueur particulier parce que c'était un joueur hypermnésique, qui avait une mémoire hyper développée et qui est très connu pour être un peu un phénomène de foire, c'est-à-dire un mec qui fait des exhibitions, des simultanés à l'aveugle contre 20 personnes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une simultanée à l'aveugle, c'est quand un très fort joueur joue les yeux bandés contre un certain nombre d'adversaires qui eux sont en randonnion tous les uns après les autres et qui défient donc ce grand maître. Lui il a porté le délire jusqu'à 22 joueurs en simultané et avec des résultats incroyables et des parties complètement folles. C'était un joueur particulier parce que c'était un mec qui restait très agressif toute sa vie, mais qui ne s'est pas scotché à un répertoire en particulier, c'est-à-dire qu'il jouait aussi bien E4 que D4, il jouait donc des débuts ouverts, des débuts fermés. Peu importe la position, il cherchait tout le temps à attaquer le roi de l'adversaire et à poser des problèmes très concrets très très vite. Et ça explique en partie pourquoi Lasker, qui était champion du monde et qui, à l'époque, on choisissait un peu contre qui on allait jouer, c'est-à-dire que le champion du monde en titre avait souvent peur de se manger un concurrent qui pourrait le détrôner et donc mettre fin à son règne et aussi à ses sources de revenus principales. Du coup, il se méfiait un peu de qui il allait sélectionner, Lasker. Il a fait en sorte de ne pas jouer contre Pillsbury, il était bien content que la carrière ne dure pas trop de cet Américain-là. Et c'est un joueur tellement important que Kasparov, dans son bouquin Mes illustres prédécesseurs, il raconte que Pillsbury, s'il avait gagné une partie précise contre Lasker, il aurait pu être retenu comme le candidat, donc l'adversaire du champion du monde l'année suivante, et ça aurait complètement changé l'histoire des échecs, puisqu'il aurait sans doute régné pendant 10 ans ou 15 ans sur les échecs mondiaux, et la face du monde des échecs aurait complètement été bouleversée. On peut quand même noter plusieurs victoires dans des grands tournois. Il a remporté l'Open Hastings en Angleterre en 1895, en surclassant Lasker et plein de joueurs de top niveau à l'époque. Et c'était pas une mince affaire puisqu'il y avait vraiment tout le gratin des échecs mondiaux qui était là. Et en plus, il les a surclassés avec la manière, parce que c'est que des victoires spectaculaires et flamboyantes. Et sa vie, c'est un peu une pièce de théâtre, puisque c'est l'année d'après qu'il a perdu cette partie contre Lasker, qu'il a privé du titre mondial, c'est en 96. Et c'était un tournoi où il était en tête jusqu'à la fin. Et dans le tournoi, là, il rencontre Lasker, donc son grand rival, pour une partie déterminante, et il perd dans une partie qui est très 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 célèbre, que je vous invite à regarder en ligne puisqu'elle est vraiment très connue et très enrichissante. Et donc aujourd'hui on va se pencher sur plutôt un aspect un peu moins connu. On va regarder une partie qu'il a jouée dans une des simultanées à l'aveugle dont je vous parlais tout à l'heure, et donc c'est contre des joueurs qui sont comme vous et moi, c'est des gens normaux qui viennent et qui défient des super grands maîtres. Et donc quand vous regardez ces parties-là, souvent vous allez voir le grand maître en question contre NN, qui veut dire anonyme. Et donc vous allez tout le temps voir ce fameux NN se faire étriller d'une année sur l'autre, mais donc c'est évidemment pas le fameux NN, mais c'est une pauvre personne qui est venue s'est inscrite à cette simultanée et a pris sa raclée contre le champion, en l'occurrence Pillsbury aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. On va donc regarder la partie que Pillsbury a jouée contre le fameux NN à Tolède en 1900. Donc faut pas oublier que c'est une simultanée à l'aveugle. Et c'est une partie qui est assez marrante quand on se penche sur l'ouverture, puisque au début ils ont joué D4, D5, cavalier F3, E6, E3. Et quand on voit cette position, on ne sent pas qu'on va s'éclater. On se dit qu'on va passer 30 coups à regarder des mecs manœuvrer dans une position où chacun s'est fait un mauvais fou volontairement. Donc le fou en C1 et le fou en C8. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, ce genre d'ouverture, et en général, ça correspond pas non plus au style agressif des joueurs comme Pillsbury. Pourtant, comme je vous ai dit, il a vraiment des facilités pour trouver du feu dans toutes les positions. Et donc, à partir d'ici, à la phase d'ouverture, il se passe rien de spécial, mais on comprend quand même que c'est les blancs qui commencent à presser avec le coup E4 ici, le coup E4 qui menace d'ouvrir en grand la position sur le roi des noirs qui n'a pas bougé, la tour A8 qui n'est pas protégée. Et en fait, il faut aussi se rappeler que vu que c'est une partie à l'aveugle, pour les blancs, il a plutôt intérêt à prendre des structures de pions assez figées et à avoir un truc assez facile à se remémorer, à garder en tête, en fait, puisqu'il joue contre une vingtaine de personnes en même temps sans voir l'échiquier, encore une fois. Donc après E4, les noirs ont pris, cavalier prend, et fou B7.
Et là, on va rentrer dans une séquence qui est, je pense, caractéristique de un peu l'état d'esprit des joueurs à l'époque, où on n'était pas sûr que entre le fou et le cavalier, alors ça c'est un peu un débat tarte à la crème des échecs, mais dans ce débat fou-cavalier, à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs un peu dans la lignée de Chigorin qui disaient bah, le cavalier est meilleur que le fou. Pourquoi, on ne sait pas, parce que c'est le voisin qui l'a dit, quoi. Mais c'était pas basé sur il n'y avait pas de vérité scientifique encore des échecs. Et donc là, on va voir que l'adversaire qui a les noirs va se débarrasser de sa paire de fous hyper vite, alors que la position est plutôt ouverte et que le fou B7 et le fou D6 que vous avez là, ils sont plutôt braqués sur le roi des blancs, c'est plutôt des bonnes pièces et un joueur contemporain aurait plutôt tendance à le garder, en fait, ce fou D6. Or là, on va voir que très vite, en fait, les noirs vont perdre leur paire de fous dans cette séquence-là. Et là, on a une position complètement différente qui arrive sur l'échiquier, où il n'y a pas d'écart matériel catastrophique entre les deux camps. C'est égalité parfaite. La structure de pion a l'air, elle n'est pas symétrique, mais elle est assez figée. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de gros problèmes. Pourtant, tous les forts joueurs contemporains prendraient les blancs sans hésiter, en fait. Et ça c'est parce que la position est assez ouverte. Le roi est encore en E8 pour les noirs. Les blancs ont la paire de fous, donc c'est cet avantage qui aujourd'hui nous paraît évident. Et là, vous allez voir que tout de suite, en fait, les blancs, Pillsbury va pouvoir poser un problème aux noirs dans la foulée. C'est-à-dire que là, les noirs ont joué D5 pour conserver leur pion D. Et tout de suite, il y a le premier coup un peu compliqué, pas compliqué, mais coup de fort joueur à trouver dans la position pour garder l'avantage. Si on se met dans la peau des noirs ici, on sait que notre prochain coup, ça va être de roquer, de mettre le roi à l'abri, et on aura fini notre développement. Et tout de suite, Pillsbury va chercher à éviter ça, il va jouer le seul coup qui empêche les noirs de roquer dans la position, c'est-à-dire fou D6. Maintenant, ce fou qui est installé en D6, il gêne le roi E8 qui voudrait bien aller à l'abri. Et après tour C8, tour E1, on commence à capter que ça va chauffer en fait pour les noirs, parce qu'il y a ce vis-à-vis tour roi, il y a le fait que le roi puisse pas roquer. Tous ces éléments, ça fait qu'il y en a un qui n'a pas respecté les principes du jeu d'échecs, c'est le mec qui a les noirs, mais à l'époque, il ne le sait pas qu'il n'a pas respecté les principes du jeu d'échecs. Et du coup, la justice divine des échecs va s'abattre sur lui et il va se faire foudroyer dans les prochains coups. Tour C6 pour chasser ce fou D6 qui dérange les noirs. Mais évidemment, si on a compris que ce qu'on veut faire, c'est garder le roi des noirs au centre, on sait qu'on va rester sur cette diagonale. On va en A3 et on ne repart pas en G3. On ne repart pas ici sur cette diagonale-là où on ne ferait pas grand-chose. Après A5, le coup des noirs, les blancs, maintenant, ils doivent chercher à tirer profit de la mauvaise position du roi et de la disposition un peu bizarre des pièces. Donc là, pareil, nouveau coup assez important dans la position pour prendre l'avantage avec les blancs. On va chercher à éclater complètement le centre et à jouer sur la disposition un peu bizarre de ces deux pièces. Et il y a un coup qui réunit ces deux caractéristiques-là, c'est le coup C4. C4, ça fait exploser la position des noirs, puisqu'il y a ce clouage là-dessus sur la tour C6, et il y a ce clouage sur le pion E6. Et ce n'est pas des éléments anodins, puisque c'est ce qui va déterminer la suite de la partie et la fin tragique de la partie qui arrive bientôt. Les noirs ont voulu à la fois couper la pression de la dame et de la tour, donc les deux clouages qu'on vient d'évoquer. Ils ont joué cavalier E4, mais cavalier E4, on sent déjà que ça pue comme coup, c'est le début de la fin, puisque les noirs sacrifient un pion pour essayer de garder pour essayer de garder, on va dire, un peu le centre d'un seul tenant, quoi. Mais c'est déjà trop tard, puisque les blancs, plutôt qu'aller choper le cavalier en E4, Pillsbury, il a trouvé quelque chose de très subtil, il a joué C prend D, qui attaque la tour. Et là, évidemment, si les noirs se contentent de reprendre, là maintenant, on va prendre en E4. Et on va ensuite doubler sur la colonne E, par exemple. Là, il y a une pression terrible sur les noirs. Et cette séquence de coups-là, par exemple, on commence à voir que les motifs tactiques marchent en faveur des blancs, que les noirs n'ont pas de coups, ils ont un énorme pâté de pièces au centre, comme s'ils n'avaient pas joué en fait. Et donc on sent que ça ne va pas cette position-là. Donc je reviens à la position. Après c'est prendre D5, les noirs se sont dit on va gagner un temps sur la dame des blancs, on va pouvoir protéger E6. Cavalier G5, les noirs attaquent ici et protègent là. Dame G3, tour recule, D prend E, cavalier prend E. Et là, on arrive au finish de la partie avec quelque chose qui, encore une fois, je le rappelle, c'était une partie à l'aveugle. Là-dessus, Pillsbury, vous pouvez mettre pause si vous voulez trouver la suite gagnante pour les blancs, mais il y a un seul chemin direct vers le mat, avec une petite question style, on va voir ça tout de suite, mais il ne faut pas rater la combinaison qui est possible dans la position des blancs. Tour prend E6, sacrifice de qualité. Le roi ne peut pas partir, donc les noirs sont obligés d'accepter la tour. Puis on prend, et là, question de style, fou G6 ou dame G6, les deux font mat en 2. Dame G6, sacrifice de dame, H prend, fou prend, et on a un mat avec les deux fous, cette paire de fous dont on parlait plus tôt, qui vient faire à la fois échec au roi et l'empêcher de partir. Et cette partie,
elle illustre complètement le jeu de Pillsbury. C'est-à-dire que même dans une position du pion de dame avec D4, E3, où on se dit qu'on va un peu se faire chier, qu'il ne va rien se passer, en fait, à la fin, il y a un tableau de maths magnifique qui surgit et il a réussi à rosser complètement son adversaire qui n'a pas touché les pièces de la partie. J'espère que cette partie, elle vous aura intéressé comme moi et que ce finish magnifique vous donnera des idées pour vos propres parties.